Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez très bien. Nous allons continuer cette série de cours de cosmologie et jeux dynamique interne, le module G211, avec le deuxième chapitre qui est la Terre dans l'univers. Dans ce chapitre, nous allons essayer de situer la Terre par rapport à son environnement. Et ce que vous allez apprendre dans ce chapitre sont des généralités sur la formation de l'univers, ses constituants, à savoir les étoiles, les planètes, etc. Et ensuite, la classification des étoiles. Et vers la fin, ce qui nous intéresse, c'est le système solaire auquel appartient la Terre que nous sommes en train d'étudier. Nous allons commencer par des définitions. Premièrement, voici le champ lexical ou bien le champ sémantique des mots les plus utilisés avec le cosmos, qui est l'univers. L'univers, c'est l'ensemble de tout ce qui existe. On l'appelle également cosmos ou bien l'espace lorsqu'on parle du milieu extraterrestre. Prenons par exemple quelques mots. Vous avez ici science. Il y a des sciences qui s'intéressent à l'étude de l'univers. Par exemple, vous avez l'astronomie, vous avez l'astrologie. Ce sont des sciences qui s'intéressent à l'exploration du milieu extraterrestre qui inclut le ciel, les planètes, les galaxies et les étoiles. Vous avez plusieurs mots avec lesquels vous pouvez établir votre propre définition. L'univers est une notion scientifique qui désigne l'ensemble de la matière qui est distribuée dans le temps et dans l'espace. Nous avons vu déjà cette notion de temps et d'espace dans le premier chapitre et l'étude de l'univers fait l'objet de la cosmologie. Si vous cherchez sur Internet, vous allez trouver, en plus de la cosmologie, d'autres termes dont les limites entre eux est floues et qui s'intéressent sur d'autres échelles à l'étude de l'univers, telles que l'astronomie et l'astrophysique. L'astronomie, d'une manière simple, c'est l'observation des astres ou bien des objets de l'univers pour marquer des étapes dans le déroulement du temps, à savoir le jour, la nuit, les phases de la Lune et les saisons, etc. Et l'astrophysique, c'est l'étude de la physique et les propriétés des objets de l'univers, à savoir leur luminosité, leur densité, leur température et leur composition chimique. Quelle est la relation entre l'astronomie, l'astrophysique et la cosmologie? C'est ce que nous allons découvrir dans les prochaines diapositives. L'étude de l'univers a commencé par l'astronomie qui se base surtout sur les observations. Un exemple d'utilisation des observations astronomiques est celui des agriculteurs qui connaissent bien la carte du ciel. En observant des étoiles, ils savent le bon moment pour cultiver. Avec le développement des sciences, les astronomes ont suivi une formation en astrophysique et leurs observations astronomiques sont devenues dans un contexte d'astrophysique, c'est-à-dire ils ont passé des observations pour donner des explications scientifiques aux observations astronomiques. Et de ce fait, il y a moins de distinction entre l'astrophysique et l'astronomie. Il y a plusieurs disciplines de l'astrophysique, dont la cosmologie, qu'il s'agit de l'étude de l'univers en sa globalité, à savoir l'étude de sa structure, son origine et son évolution. Un autre exemple de discipline d'astrophysique, c'est l'exobiologie, appelée également astrobiologie, qui est une science qui étudie les facteurs et les processus géochimiques et biochimiques pouvant mener à l'apparition de la vie et son évolution. Cette discipline s'intéresse aussi à l'émergence de la vie sur Terre, c'est-à-dire au développement de la vie sur Terre et la possibilité de vie ailleurs dans le système solaire. Un autre exemple, c'est la planétologie qui est une science de l'étude des planètes depuis les grains microscopiques jusqu'aux planètes géantes gazeuses. Il y a d'autres disciplines, mais je me limite à ces deux car l'essentiel c'est d'avoir des idées qui vous aideront à avancer dans cette science qui s'intéresse à l'étude de l'univers. D'où vient l'univers qui est l'objet de la cosmologie? Dans l'état actuel des connaissances, on s'accorde à dire que la naissance de l'univers a suivi immédiatement une libération d'énergie qui est comparée avec une gigantesque explosion appelée le Big Bang, avec des températures qui sont énormes.
Ça veut dire qu'à partir d'un point qui est infiniment petit, il y a création de tout ce qui existe par explosion de ce point. Et après, il y a eu l'évolution et l'expansion de l'univers pour donner ce que nous sommes et ce qu'on observe actuellement. Ces théories reposent sur des hypothèses que l'univers se trouvait depuis 15 milliards d'années, plus ou moins 5 milliards d'années, et que la Terre s'est formée vers 4,6 milliards d'années, et que le premier hominidé est apparu il y a 3 millions d'années. Comment les chercheurs, à travers des observations astronomiques, ont rendu compte de l'expansion de l'univers? Premièrement, ils ont observé des galaxies avec des couleurs variables, du bleu, du vert, du blanc, etc. Et les galaxies étant de même nature, comment arrivent-ils avec des couleurs qui sont variables? La deuxième constatation, c'est que la couleur des galaxies est fonction de la distance du point d'observation et les longueurs d'onde jouent un rôle qui est très important dans l'élément que l'œil peut observer et de quelle manière il peut l'illustrer. En physique, on distingue plusieurs domaines, rayons gamma, rayons X, ultraviolet, lumière visible, infrarouge, micro-ondes et les ondes radio. Seul ce petit domaine que l'œil humain peut observer, ce domaine du visible est constitué par une infinité de lumières monochromatiques dont les longueurs d'onde vont du 400 nanomètres jusqu'à 700 nanomètres et ces limites sont sensibles aux paramètres physiques entre l'œil de l'observateur et l'objet observé. Ce que nous allons garder en tête, c'est que les objets lointains, par exemple la galaxie C, émettent des longueurs d'onde du rouge et les objets proches, par exemple la galaxie A, émettent des longueurs d'onde courtes du bleu et du violet. Essayons d'appliquer ce principe en observant une galaxie entre le temps T1 et T3. En s'éloignant du point d'observation, la galaxie change progressivement de couleur et ce changement est expliqué par le changement des longueurs d'onde que la galaxie émet. Et d'ici, on peut déjà parler de l'expansion de l'univers qui est confirmée par d'autres techniques. L'expansion de l'univers peut être schématisée par un ballon sur lequel nous allons mettre des cercles qui correspondent à des galaxies. Et en gonflant ce ballon, vous allez constater que les galaxies tracées changent de volume occupé et également ils s'éloignent les unes des autres. Et en imaginant cette situation en 3 dimensions, il y aura aussi quelque part des rapprochements jusqu'à la collision entre les galaxies. L'expansion de l'univers peut être schématisée par un gonflement d'un cake au raisin, où les raisins s'éloignent les uns des autres en fonction du temps et du gonflement de ce cake. Revenons à la formation de l'univers, en résumé à partir d'une singularité, c'est-à-dire à partir d'un point qui est infiniment petit, nous avons l'explosion qui va donner naissance à la matière distribuée dans le temps et dans l'espace. Par exemple, le temps T1, nous avons un espace à imaginer en 3 dimensions. Au temps T2, nous avons un espace et au temps T3, nous avons un espace également. Suite à des conditions, par exemple la gravitation des nuages ou bien la gravitation des nébuleuses, des étoiles et des planètes se forment et par la suite nous avons l'éloignement des éléments formés et on parle de l'expansion de l'univers, mais cette expansion va durer jusqu'à quand? C'est ce que nous allons découvrir dans un diagramme. Ce diagramme avec les paramètres utilisés qui sont le temps, vous avez l'échelle ici, donc c'est 100 milliards d'années, et un axe qui correspond à la distance ou bien l'éloignement entre deux galaxies. La première hypothèse, c'est qu'après le Big Bang, il y a une expansion de l'univers. À présent, nous sommes à ce niveau et à ce niveau également qui est schématisé par la flèche jaunâtre. Donc, à partir d'une singularité, nous avons une expansion de l'univers et à un certain moment, donc, nous n'avons plus donc l'expansion de l'univers et on parle d'un univers qui est
continu ou bien un univers qui est éternel. Et la deuxième hypothèse, c'est l'univers qui est ouvert avec les deux limites qui sont divergentes. Et selon la loi de la thermodynamique, à un certain temps, on aura la perte de l'énergie entre les éléments et on parle de la mort de l'univers. Par exemple, la Terre va s'éloigner du Soleil. À un certain moment, la Terre va rentrer en glaciation et il y a la destruction de toute forme de vie sur la Terre. La troisième hypothèse, c'est l'univers qui est fermé, donc toujours à partir d'une singularité, nous avons l'expansion de l'univers et à un certain temps, les éléments ou bien les constituants de l'univers essayent de se regrouper en un point infiniment petit, c'est ce qu'on appelle le Big Crunch. Et voici une simulation ou bien un schéma qui illustre le regroupement des galaxies en un point qui est infiniment petit qu'on appelle le Big Crunch. Et la quatrième hypothèse, c'est qu'après l'univers qui est fermé, c'est-à-dire après le Big Crunch ou bien la fermeture de l'univers, il y aura donc une explosion donc pour former donc un autre univers et on parle d'un univers qui est oscillant. Mais toujours, cette question de la naissance de l'univers et son devenir sont des sujets de discussion. Voici une brève histoire de l'univers dont l'âge a été estimé à 15 plus ou moins 5 milliards d'années. Et cet âge a été obtenu par trois méthodes indépendantes les unes des autres. Premièrement, en utilisant le mouvement des galaxies ou bien l'éloignement entre les galaxies. Et deuxièmement, l'âge des plus vieilles étoiles en examinant leur spectre. Et troisièmement, l'âge des plus vieux atomes en utilisant la radiochronologie. L'histoire de l'univers a commencé à partir d'une singularité, c'est-à-dire à partir d'un point qui est infiniment petit, du temps 0 jusqu'à 10 à la puissance moins 6 secondes, l'état de la matière résultante de l'explosion est sous forme de plasma, et l'état de plasma est un état de la matière, et les états de la matière les plus courants sont l'état solide, l'état liquide et l'état de gaz, et le passage vers l'état de plasma se fait par ionisation, qui correspond à l'arrachement des électrons aux atomes, donnant naissance à ce qu'on peut assimiler à une soupe formée par des électrons et des ions ou des molécules neutres. Et la branche qui s'intéresse à l'étude des plasmas est la physique des plasmas. Et après l'état des plasmas, donc on a la baryogenèse qui correspond à la période de la formation des baryons, qui sont des particules lourdes, composites, non élémentaires. Et les baryons les plus connus sont les protons et les neutrons. Et ensuite, ça arrive la nucléosynthèse, qui est la synthèse de noyaux atomiques par différentes réactions nucléaires suivies de la désintégration radioactive dans l'air radioactif. Et à partir de 10 à la puissance 9 ans, nous avons, ou bien ça commence l'ère stellaire, qui correspond à l'ère de la formation des étoiles et des galaxies. Dans cette histoire, à présent, vous êtes à ce niveau, dans la Terre, et n'oubliez pas d'imaginer toute cette histoire d'évolution dans les trois dimensions de l'espace et également en prenant en considération l'axe du temps. Tout de suite, nous allons passer pour parler de la formation du système solaire auquel appartient la Terre. Après le Big Bang, la matière est distribuée dans l'espace et suite à des conditions de gravitation, c'est-à-dire de mouvement autour d'un axe imaginaire, des nuages se forment, ou bien ce qu'on appelle les nébuleuses. Et parmi ces nébuleuses, celles qui vont donner des étoiles par effondrement gravitationnel et d'autres vont donner des systèmes planétaires avec une étoile au centre et des planètes autour d'elle. C'est le cas dans notre système solaire où l'étoile s'est formée par effondrement dans sa partie centrale
pour donner l'étoile qui est le Soleil. Et dans le disque protoplanétaire, en même temps, il y a formation d'agglomération de poussière et de gaz accompagnés de synthèse de molécules minérales. Et cette agglomération devient de plus en plus importante, ce qui va donner la formation des planétoïdes, ensuite des protoplanètes, et vers la fin, ça va donner des planètes. Voici une simulation de la formation du système solaire. Au début, c'est sous forme d'une nébuleuse qui contient de la poussière et du gaz, et vers la fin, l'espace est presque dégagé après la formation de l'étoile et des planètes. Pour la formation d'une étoile, il se fait par effondrement gravitationnel d'une masse de gaz à l'intérieur d'une nébuleuse. Et cette étoile va subir une évolution en fonction de sa masse. Pour les étoiles de petite taille, ils vont brûler de l'hydrogène et on parle d'une étoile qui fait partie de la séquence principale. Une fois que tout l'hydrogène est consommé, l'étoile commence à brûler de l'hélium et il se transforme en une géante rouge. De fait de sa faible masse, il ne peut pas aller très loin dans la fusion pour brûler le carbone. Son noyau se contracte et il se transforme en une naine blanche avec une masse qui est faible de l'ordre de 1,5 masse solaire. Et pour les étoiles massives, ils vont se transformer en une supergéante et qui vont subir par la suite une nucléosynthèse explosive pour former une supernova qui correspond à un nuage de poussière et du gaz. Et par la suite, il va se transformer en étoile à neutrons ou bien les pulsars. Ici, la masse de l'étoile dépasse 30 masses solaires et s'effondre sur elle-même et rien ne peut compenser sa gravité. Et l'effondrement gravitationnel va donner naissance à la formation d'un trou noir dont la physique interne reste inconnue jusqu'à présent. L'effondrement gravitationnel est l'une des étapes de l'évolution de l'étoile, à la fois au début et vers la fin de leur vie. De quoi est formé l'univers? L'univers est constitué à plus de 99% de vide et le reste étant occupé par de la matière sous toutes ses formes, à savoir les galaxies, les nébuleuses, les étoiles, les novas, les supernovas, les étoiles à neutrons, les pulsars, les trous noirs et les quasars. Nous allons passer à la définition de quelques objets de l'univers. Commençons par les galaxies qui sont des objets célestes, célestes qui veut dire relatifs au ciel ou bien qui existent dans le ciel et qui sont composés de milliards d'étoiles. Et voici un exemple de galaxie, c'est la galaxie d'Andromède formée par 10 milliards d'étoiles. Et il y a les quasars qui sont un type de galaxie très énergétique avec un noyau galactique qui est actif. Donc cette galaxie est en mouvement rapide autour d'un axe qui est imaginaire à ce niveau. Et il y a les nébuleuses qui sont des objets célestes sous forme de nuages composés de gaz raréfiés, ionisés et ou de la poussière interstellaire. Et voici un exemple d'une nébuleuse. Et il y a les étoiles. L'étoile est un astre qui brille dans le ciel nocturne et il est formé d'une sphère de gaz très chaud au cœur de laquelle se produisent un ensemble de réactions de fusion nucléaire. Et voici un exemple d'une étoile qui est le Soleil. Et cette vue est prise par le vaisseau spatial stéréo. Et nous avons parlé du plasma, donc l'état de la matière plasma, donc c'est ce que vous observez dans les périphéries du Soleil, par exemple, sous forme de flammes de feu. Et il y a les novas qui sont des étoiles qui deviennent très brutalement et extrêmement brillantes avec une grande augmentation de son éclat. Et cette luminosité ne dure que quelques jours et l'étoile va revenir à son éclat initial progressivement. Et voici un exemple de nova pendant et après l'explosion.
Et il y a les supernovas qui sont des phénomènes conséquents à l'explosion d'une étoile qui s'accompagne d'une augmentation brève et grande de sa luminosité. Voici l'exemple d'une nova qui ressemble en fait à une étoile, mais en réalité c'est la mort d'une étoile. Et il y a les étoiles à neutrons qui sont des étoiles tournantes rapidement sur elles-mêmes et émettant un fort rayonnement électromagnétique dans la direction de son axe. Et voici un exemple ou bien une illustration de l'étoile à neutrons. Vous observez donc ce champ électromagnétique ou bien le rayonnement électromagnétique qui ressemble au champ magnétique terrestre qui sort de son axe magnétique. Et cette étoile, du fait de sa gravité, il essaye d'attirer tout ce qui passe à ses côtés. Il y a les pulsars qui sont des astres principalement composés de neutrons maintenus ensemble par des forces de gravitation. Et finalement, les trous noirs qui sont des objets célestes si compacts que l'intensité de leur champ gravitationnel empêche toute forme de matière ou de rayonnement de s'en échapper. Et voici une image simulée d'un trou noir qui a un effet sur les autres constituants de l'univers à ses proximités. On est arrivé à la classification des étoiles. Cette classification se fait selon deux critères qui sont la température de la surface et la luminosité. Et pour la luminosité, on utilise les unités solaires. Et par exemple, pour la luminosité solaire est égale à 3,8 fois 10 à la puissance 26 watts. Si on veut par exemple déterminer l'unité solaire ou bien la luminosité de cette étoile en utilisant la luminosité solaire, donc ça tombe vers 100, ça veut dire que cette étoile est 100 fois plus lumineuse que le Soleil et pour déterminer sa luminosité, on doit multiplier 100 fois 3,8 fois 10 à la puissance 26 watts. Et les étoiles ne sont pas toutes de même couleur. Si on regarde le ciel de plus près, on se rend compte que certains d'entre elles sont rouges, oranges, d'autres sont jaunes, d'autres sont blanches et d'autres sont bleues. Cette différence de couleur provient essentiellement d'une différence de température superficielle des étoiles et cette dernière ne montre pas également la même luminosité et les étoiles qui sont chaudes sont les plus lumineuses. Pour les étoiles A et B, de même luminosité, qui est 1000 fois plus lumineuse que le Soleil, l'étoile B est chaude et présente des couleurs du bleu et l'étoile A de faible température par rapport à l'étoile B, même s'il a la même luminosité que l'étoile B, il a une couleur du rouge. La relation entre la luminosité et la couleur des étoiles et la température, on peut la résumer dans ce diagramme dans lequel on peut définir selon l'intensité des rayons spectraux les étoiles de type spectraux O, B, A, F, G, K et M. Le Soleil est une étoile jaune de type spectral G. Les étoiles O ont des températures qui sont élevées, donc ce sont des étoiles qui sont chaudes avec une masse qui dépasse les 30 fois la masse solaire et les étoiles M avec des températures qui sont faibles par rapport à la température du Soleil et également une masse qui est faible par rapport à la masse du Soleil. Ils sont des étoiles qui sont froides. Il existe une relation entre la masse et la position des étoiles par rapport à la séquence principale. Et la séquence principale est formée par un ensemble d'étoiles et ces étoiles sont caractérisées par de la fusion en brûlant de l'hydrogène. Les étoiles massives
ont une luminosité plus grande, donc c'est une luminosité qui dépasse la luminosité du Soleil et elles sont placées en haut de la séquence principale et les étoiles de petite masse se placent par contre en bas de la séquence principale et elles sont caractérisées par une luminosité qui est faible. Il y a une autre classification en utilisant les constellations. Une constellation est un groupement d'étoiles visibles à l'œil nu qui sert pour se repérer dans le ciel, juste pour la lecture de la carte du ciel. Et les constellations portent des noms des animaux, des objets, des personnages religieux et mythologiques. Et le ciel comporte 88 constellations. Par exemple, vous avez quelques constellations ici, donc la grande ours et la petite ours. Et la petite ours contient l'étoile polaire par laquelle on peut facilement déterminer le nord en observant le ciel. La première vidéo du chapitre numéro 2 arrive à son terme et à très bientôt dans la deuxième vidéo.